La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième séance sur les fondamentaux et les méthodes de base de la sûreté de fonctionnement, qui fait suite à notre séance du 22 novembre dernier. Nous avions présenté les méthodes d'analyse plus ou moins qualitatives, à savoir l'analyse fonctionnelle, l'analyse préliminaire des risques, la PR, l'AMDEC, l'analyse des modes de défaillance et l'analyse de zone. Alors, cette conférence fait suite à la précédente, donc elle est organisée par l'Institut pour la maîtrise des risques, l'IMDR, qui est une loi d'association 1901 qui veut être une société savante visant à améliorer les connaissances dans le domaine des risques. Alors, vous voyez sur la slide, rejoignez notre réseau, vous pouvez aller prendre toutes les informations que vous voulez. Sachez qu'il y a des groupes de travail qui sont prêts à vous accueillir si vous vouliez discuter de différentes thématiques. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la suite des méthodes de base de la sûreté de fonctionnement et notamment les aspects combinatoires. On a vu que l'APR, l'AMDEC, l'analyse de zone, regardez les problèmes à régler séquentiellement, un par un, il n'y avait pas cet aspect combinatoire. Là, aujourd'hui, on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va, avec l'arbre de défaillance, l'arbre d'événements, les réseaux de Petri et les graphes de Markov, on va pouvoir combiner les problèmes entre eux pour estimer la fiabilité, la sécurité, la disponibilité et mieux maîtriser les risques. Alors, un arbre de défaillance, c'est quoi? Déjà, il faut définir ce qu'on appelle un événement indésirable. Cet événement indésirable, il va provenir de l'APR que l'on a déjà faite, de l'AMDEC que l'on a faite, et éventuellement d'une bonne idée que vous avez le matin quand vous vous levez. Et cet événement indésirable, cet EI, on va le décomposer en événements dits intermédiaires, des événements de base ou éventuellement d'autres événements sous-intermédiaires, je dirais, de telle sorte que quand on arrive en bas de l'arbre, eh ben, on n'a plus que des événements de base. C'est une démarche qui est déductive parce qu'on va décomposer successivement au niveau inférieur, c'est ce qu'on appelle des méthodes top-down. Et qu'est-ce qu'on utilise pour pouvoir faire ce genre d'arbre de défaillance? Des représentations qui vont utiliser des opérateurs logiques, des événements et des symboles de transfert. Alors, qu'est-ce que nous avons comme opérateur logique? L'opérateur logique, le premier, bon, il n'y a pas d'ordre vraiment, mais c'est le premier que je vous montre, c'est l'opérateur et. Donc, ça veut dire que pour que l'événement indésirable A soit réalisé, il faut que X et Y et Z soient réalisés. Donc, ça permet de montrer que, par exemple, on a mis en place des barrières de sécurité, des systèmes de détection, des choses comme ça. L'autre opérateur, qui est un peu plus basique, c'est l'opérateur OU. C'est-à-dire que pour que l'événement indésirable A soit réalisé, soit X, soit Y, soit Z est réalisé. Et OU, c'est un petit peu du tout ou rien. Donc, on a un autre opérateur qui est intéressant, c'est l'aspect combinatoire. C'est-à-dire qu'il faut M conditions de base sur N pour que A soit réalisé. Par exemple, si c'est un 2 sur 4, il faut que W soit réalisé. Si W est en panne, ça ne perturbe pas A. Si W et X sont en panne, c'est pas grave. Mais dès que je passe à la défaillance de Y ou Z, à ce moment-là, je déclare le système en panne. Donc, ça me donne un petit peu de latitude pour pouvoir bien modéliser les problèmes. Alors, si on veut voir ça dans un cas pratique, je vais prendre l'exemple de la navette spatiale américaine qui était dotée à l'époque de 5 ordinateurs de bord avec différents logiciels d'application, ce qui permettait de sécuriser les algorithmes de traitement de toutes les informations et de tout le poste de conduite de la navette spatiale. Et suivant le cycle de vie, on n'avait pas la même représentation de l'événement indésirable qui serait perte de la navette due à la perte des ordinateurs de bord. Tant qu'on est au sol, on considère que les 5 ordinateurs sont en porte OU. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un seul ordinateur qui ne fonctionne pas sur les 5 pour qu'on annule le vol ou qu'on le reporte jusqu'à temps que le problème soit réglé. Par contre, une fois qu'on est en orbite, alors à ce moment-là, on passe en combinaison M parmi N, à savoir qu'on est dans une situation 3 parmi 5. C'est-à-dire qu'on peut perdre un ordinateur, 2 ordinateurs, 3 ordinateurs, avant de déclarer que je ne peux plus contrôler la navette. Donc, vous voyez, ce genre de porte et suivant le cycle de vie, on va avoir des représentations qui vont être différentes. Alors, j'ai dit qu'il y avait des événements. Quels sont ces événements? Déjà,
des événements élémentaires et non élémentaires, que l'on va combiner entre eux. Donc l'événement élémentaire, c'est quoi? Généralement, c'est une défaillance, c'est une rupture, c'est une agression qui vient de l'extérieur, ou c'est un phénomène qui est assez connu pour ne pas le développer plus. Le non élémentaire non développé, c'est un événement qui a une cause externe. Par exemple, un séisme, un typhon. Bon, quand je travaillais sur le train à grande vitesse à Taïwan, on était soumis à des typhons périodiquement, on était soumis à des tremblements de terre périodiquement. Je ne vais pas m'amuser à décomposer un séisme puisque c'est tellement compliqué, la tectonique des plaques, que ça ne m'apportera rien dans mon analyse. Donc je sais que je vais avoir cet événement séisme, je vais l'introduire dans mon arbre de défaillance, mais je ne vais pas le développer un peu plus. Alors les petits dessins, j'aime bien les petits dessins, étant plus pratiques que les grands discours. On va prendre l'exemple d'une hélice de bateau. Bon, par exemple, sur le porte-avions Charles de Gaulle, vous avez plusieurs hélices, donc j'en prends une. L'hélice, elle est reliée par un arbre à deux moteurs qui vont la commander. Bon, l'arbre de défaillance, quel va-t-il être? Eh bien, ça va être le suivant. C'est mon événement indésirable ou mon événement dit redouté, c'est l'hélice ne tourne pas. Quelles sont les possibilités pour que l'hélice ne tourne pas? Soit mon hélice est hors service pour différentes raisons. Par exemple, j'ai une pale de cassé, j'ai le roulement qui relie l'hélice à l'arbre qui est grippé ou qui ne fonctionne plus. Ça, je pourrais le développer, mais pour l'exercice en question, je ne le développe pas. Donc, soit mon hélice, elle est HS, soit elle n'est pas commandée. Si elle n'est pas commandée, pour quelle raison? Soit parce que l'arbre il est cassé, donc mes moteurs vont tourner dans le vide, l'arbre est cassé, mon hélice ne tourne pas. Ou l'arbre n'est pas commandé. Pourquoi l'arbre ne serait pas commandé? Soit parce que mes moteurs sont cassés, soit parce que mes moteurs sont non commandés. Je ne développe pas les moteurs non commandés, je vais juste développer le moteur cassé. Pour que le moteur soit cassé, vu que j'ai vu deux moteurs, il faut que ce soit le moteur 1 et le moteur 2 qui soient tous les deux cassés en même temps pour que je ne puisse pas commander mon arbre. Mon hélice ne sera pas commandée et donc j'aurai mon événement redouté, l'hélice ne tourne pas. Donc vous voyez, on a décomposé en événements intermédiaires, hélice non commandée, arbre non commandé, moteur cassé, jusqu'à arriver des événements de base, moteur cassé 1 ou moteur cassé 2. C'est très illustratif et quand on a une réunion de travail avec des décideurs dans une entreprise, plutôt que de montrer, comme j'avais dit la dernière fois, 4500 pages d'AMDEC qui sont illisibles, un petit arbre comme ça, les gens aiment bien voir ça permet de visualiser. Alors quel traitement je peux faire à partir de l'arbre de défaillance? Le premier, je vais faire ce qu'on appelle des coupes minimales ou des chemins critiques. Alors c'est quoi ce truc-là? Ce truc-là, ça va être la plus petite combinaison d'événements qui vont entraîner cet événement indésirable. Et on va avoir des ordres, ce qu'on appelle des ordres. Donc le premier, l'ordre 1, ça veut dire qu'une seule défaillance de base va entraîner directement tout en haut mon événement redouté, mon événement indésirable. D'ordre 2, ça veut dire que j'ai une porte E quelque part, il faut que j'ai donc deux événements qui arrivent pour réaliser mon événement indésirable. Ordre 3, ordre 4, vous allez au nombre d'ordres que vous voulez, ça ne gêne pas. Alors c'est indispensable parce que ça permet de montrer le chemin critique et puis on peut peut-être s'illusionner en disant oui j'ai beaucoup de portes, j'ai beaucoup de ramifications et puis tiens dans un petit coin là j'ai un petit événement, hop, je vais direct à mon événement redouté, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire avec ces coupes minimales? Je peux les probabiliser à partir de la probabilité de chaque événement de base, de chaque coupe minimale, de chaque événement indésirable, et je pourrais éventuellement faire une étude de sensibilité. Et ça va me permettre d'exploiter les informations qui sont contenues dans l'arbre et de calculer la probabilité de réalisation de mon événement indésirable. Alors, où trouver des probabilités? C'était le même problème qu'on avait pour l'APR et pour l'AMDEC. En règle générale, on aime bien commencer par ce qu'on appelle du retour d'expérience, c'est-à-dire ça aller récupérer au sein de son entreprise des informations qui viennent du service après-vente, par exemple, et qui permettent de faire un profil fiabilité avec des paramètres, des probabilités sur tel type de composant, sur l'arbre de mon système à hélice, sur l'hélice, sur mes moteurs, etc., etc. Si malheureusement vous n'avez pas la possibilité d'utiliser du retour d'expérience, dans ce cas-là, il existe des bases de données générales, internationales. Vous avez l'IEC 62380 par exemple,
la norme américaine, la Military Handbook 217, qui bien que périmée, continue malheureusement à être utilisée dans les contrats. Elle est périmée parce que la dernière version date de 1997, donc elle a 20 ans de retard. Quelque chose de beaucoup plus récent, c'est FIDES, ça c'est une initiative française et qui est passée au niveau européen. Si vous avez accès aux publications de notre congrès de fiabilité, le Lambda-MU, vous verrez que depuis à peu près 6-8 ans, périodiquement, il y a une conférence sur FIDES qui vous décrit les projets. Les REDA, l'I3E Standard 500, le NPRD 2016, le China 299B, et puis éventuellement des données constructeurs. Donc, à partir de tout ça, il est possible de probabiliser un événement redouté. Alors, avantage, inconvénient de cette méthode. Bon, alors, le premier inconvénient, c'est qu'on ne peut pas quantifier des dépendances temporelles, de dire telle défaillance arrive avant ou elle arrive après. Ça, c'est une limite. Dans le cas des systèmes complexes, eh bien, on risque d'avoir une prolifération de branches dans tous les sens et on ne va pas pouvoir s'en sortir. Donc, ce qui est préconisé dans ces cas-là, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un symbole de transfert et de décomposer le grand arbre en une succession et de tout petits arbres. Ça concerne tous les domaines techniques. Vous pouvez faire ça sur un système informatique, sur un système mécanique, électronique, mais aussi sur une organisation. Je fais l'arbre de défaillance, je rate mon départ en vacances. Pourquoi? La voiture est en panne parce que j'ai pas le budget, etc. Donc, ça s'applique à tout le monde. Et l'utilisation des arbres de défaillance permettra de quantifier la fiabilité, la disponibilité, la sécurité, de répartir aussi, d'allouer des objectifs à l'événement indésirable à partir des événements de base, de faire une aide au diagnostic et d'aider à l'analyse suite à des incidents. Donc ça, c'est la première analyse combinatoire possible. La deuxième possibilité, la deuxième méthode, c'est l'arbre d'événements. Alors, l'arbre d'événements, il est intéressant parce qu'il va permettre de prendre en compte l'ordre d'apparition des événements, ce que ne faisait pas l'arbre des défaillances, et va permettre d'identifier à partir des événements initiateurs des chemins d'aggravation conduisant à des nouveaux événements indésirables. C'est ce que j'appelle, moi, pour illustrer les choses, un peu la méthode Bruce Willis. Vous savez, les films Die Hard, ça commence toujours bien, et puis vous avez toujours des aggravations pendant tout le film. Bon, à la fin, on s'en sort, sauf que nous, avec un arbre d'événement, on ne va pas forcément s'en sortir. Donc, il va falloir déterminer, identifier l'événement initiateur. Cet événement initiateur, il va venir comme d'habitude, ou de l'AMDEC, ou de l'APR, mais aussi de l'arbre de défaillance. Par exemple, mon arbre de défaillance m'a permis d'identifier les causes possibles d'un déraillement, d'une collision d'un train. Et qu'est-ce qui va se passer quand je déraille et quand j'ai une collision? Est-ce que ça peut empirer? L'arbre d'événement va pouvoir le représenter. Donc, j'identifie les facteurs d'aggravation et je continue jusqu'à ce que j'ai épuisé tous ces facteurs d'aggravation. Je vais pouvoir me rendre compte que je peux éliminer des branches inutiles ou des branches impossibles pour arriver à un arbre de défaillance relativement cohérent. Quel traitement je peux faire sur cet arbre d'événements? Déjà qualitatif, c'est-à-dire que je peux identifier toutes les conséquences d'une séquence d'événements qui va se dérouler. Ça me permet d'éliminer des séquences d'événements aux conséquences inacceptables, soit en agissant sur la conception, soit en prenant des dispositions adaptées de mise en œuvre. Et puis, une fois que j'ai bâti mon arbre d'événements, je vais pouvoir obtenir la probabilité d'occurrence de mes nouveaux événements indésirables que j'ai pu modéliser. Alors, on va prendre un exemple, parce que toujours, moi j'aime bien les exemples, le déraillement. Donc, je suis dans un train, un métro, un tramway. Mon AMDEC, mon APR, a identifié un événement redouté qui s'appelait le déraillement. Mon arbre de défaillance m'a permis de décomposer le déraillement en un certain nombre d'événements de base. Maintenant, je vais voir comment ça va être pire que simplement le mot déraillement. Et je vais déjà me dire, bon, quand je déraille à quelle vitesse? À vitesse rapide ou à vitesse lente? Là, on conçoit facilement que suivant la vitesse, quand je déraille, on va pas avoir le même type de conséquences. Après, je me pose la question, est-ce que je déraille en période d'heure creuse ou en période de pointe? Il y a plus de personnes dans un train en période de pointe qu'en période creuse. Il y a plus de personnes en station en période de pointe qu'en période creuse. Donc, les conséquences ne seront pas les mêmes. Après ça, je me pose dans quelle situation je me trouve. Est-ce que je suis sur un viaduc, dans un tunnel ou dans une station? On voit qu'un déraillement en station n'aura pas les mêmes conséquences que dans un tunnel ou que sur un viaduc. Donc, vous voyez, là, j'aggrave encore. Il n'y a pas de raison que je m'arrête.
Si je suis sur le viaduc, je ne développe pas les autres branches, je vais me poser la question, est-ce que je peux heurter les infrastructures, c'est-à-dire les poteaux caténaires qui sont sur les côtés, s'ils sont sur les côtés bien sûr, ou des armoires de signalisation qui sont sur les côtés, ou des parapets qui m'évitent justement de tomber à l'extérieur du viaduc quand je vais dérailler. Et puis je me pose la question, est-ce que je vais chuter une fois que j'ai heurté l'infrastructure, oui ou non? Et vous voyez qu'à partir du déraillement et avec tous ces facteurs d'aggravation, j'arrive à des nouvelles catégories d'événements dits indésirables, mort de passagers, blessures graves de passagers ou blessures légères de passagers. Donc, j'ai aggravé mon problème et je regarde où est-ce que j'arrive. Alors, pour l'illustrer par des accidents qui sont quand même réalistes et qui ont quand même eu lieu, le premier que je prendrai, c'est celui qui a eu lieu en 1993, le 21 décembre. Donc, le TGV 7150 qui allait de Valenciennes à Paris, qui a déraillé à 300 km/h à la hauteur de la gare d'Ablaincourt-Pressoir. Et on a eu de la chance parce que, malgré la vitesse, le train est resté dans l'axe de la voie. Il a déraillé, mais il est resté sur la voie. Et quelle était la cause? Pas du tout une cause technique, mais simplement, c'est qu'on est passé au-dessus d'une ancienne galerie qui datait de la Première Guerre mondiale, qui n'avait pas été détectée, et avec les conditions climatiques et géographiques, cette galerie s'était effondrée et on avait déraillé. Deuxième accident un petit peu plus récent, qui date de 2013, c'est le déraillement du train entre Paris et Limoges, à Brétigny, le 12 juillet 2013, qui aurait été, parce qu'on est encore au stade des investigations, et puis je crois qu'on est encore en procès sur cette histoire-là, la vétusté des rails, et ça a tué quand même 7 personnes, dont 4 sur le quai. Et ça a fait plusieurs dizaines de blessés. Et enfin, le dernier déraillement, dont je vous parlerai, c'est le TGVS, qui lors des essais le 14 novembre 2015, il est parti en survitesse, il n'a pas eu le temps de freiner, il s'est quasiment envolé et il est tombé dans une rivière ou dans un canal. Ça a quand même fait 11 morts, 42 blessés. Et là, j'aurais pu mettre un facteur d'aggravation, c'était la présence anormale de personnes dans un train d'essai qui n'avaient pas à être là. Vous voyez, mon arbre de défaillance, je peux en rajouter. Alors, un autre petit exemple qui va vous montrer aussi qu'un facteur d'aggravation peut avoir des conséquences économiques catastrophiques. Je ne sais plus en quelle année, mais c'était dans l'est de la France. Il y a une personne qui est arrivée avec sa voiture, qui s'est arrêtée au milieu d'un passage à niveau qui était sur un pont, qui a tourné la tête à gauche pour voir s'il n'y avait pas de train. Les barrières se sont fermées, le train est arrivé. Il y a eu collision entre la voiture et le train a déraillé, il est tombé du pont, il est tombé dans un canal qui était en dessous, au moment où passait une péniche. Vous voyez un peu tout ce que ça peut faire comme type d'accident. Dans l'arbre d'événement, il est sympa, oui, c'est quand même un peu catastrophique, mais il permet d'y avoir un certain nombre de problèmes, de facteurs d'aggravation. Quelles sont les données d'entrée nécessaires? Déjà, l'architecture du système, décrire correctement son environnement, trouver les bons événements initiateurs et puis de probabiliser la séquence des événements initiateurs, des fonctions de sécurité et des facteurs d'aggravation. Qu'est-ce que je vais avoir en sortie? L'identification des séquences d'événements pouvant conduire à cet événement indésirable, la mise en évidence des chemins d'aggravation, l'identification des points faibles de conception et puis de calculer des probabilités d'occurrence de mes différents événements indésirables. Alors, avantage, inconvénient, comme d'habitude. Alors, premier inconvénient, c'est que le système est considéré comme irréparable. Bon, honnêtement, pour avoir fait beaucoup d'armes d'éveillement, moi, ça ne m'a jamais perturbé, parce que justement, comme on est en situation d'accident et qu'on va aggraver l'accident, en général, quand on est en situation d'accident, on n'a pas le temps de réparer. Les événements sont supposés indépendants. Ce n'est pas toujours vrai, mais bon, il faut savoir que c'est une limitation. Gros avantage, c'est que c'est très bien adapté au système qui présente un accès séquentiel qui est très marqué. Ça permet de prendre en compte l'ordre d'apparition des événements intermédiaires, ce que ne faisait pas l'arbre de défaillance. Donc là, on a quand même un plus par rapport à l'arbre de défaillance, et ça permet de traiter les différents états que va prendre le système. Arbre de défaillance, arbre d'événement, on va passer maintenant au graphe de Markov. Alors le graphe de Markov, c'est une autre manière de voir les choses. Donc ça va permettre de recenser les différents états possibles du système, sachant qu'en règle générale, on considère que chaque état chaque état n'a que 2 états possibles, oui ou non.
Donc, si jamais on a par exemple un système à 2 états, et ben 2 à la puissance 2, ça va faire 4. On aura une classe à 4 états. Si on a un système à 100 états, 100 à la puissance 2, vous voyez combien ça fait d'états. Donc, ça risque de faire quelque chose qui va être monstrueux. Ça permet de classifier les états en état de panne, en état de dégradé. Alors, on peut avoir plusieurs types de dégradés, bien sûr, et en état de bon fonctionnement. On va définir des transitions possibles entre les différents états qui seront soit des pannes qui sont gérées par le taux de défaillance, soit des réparations qui sont gérées par le taux de réparation. Chaque état du système est un sommet du graphe. Les transitions sont orientées, elles vont dans un sens et elles vont dans un autre. Et on a un taux de transition qui peut être associé à chaque transition, je vous ai dit, un taux de défaillance ou un taux de réparation qui peut éventuellement dépendre du temps. J'aime bien les dessins. Alors, on en prend un sur une configuration série. Donc là, vous voyez, il suffit d'avoir ou C1 ou C2 en panne pour que mon système ne fonctionne pas. Donc, je n'ai qu'un état de marche du système, où 1 et 2 sont correctement en état de marche. Si 1 ou 2 tombent en panne avec un taux de défaillance lambda 1 ou lambda 2, je tombe dans un état de panne. Et si, pendant que je suis dans cet état de panne, l'autre composant, par exemple, si je prends le premier en haut, j'ai un qui est en panne, mais 2 qui est toujours en marche, je vais le réparer. Mais si je n'ai pas le temps de le réparer et que 2 tombent en panne, je vais tomber dans le dernier état, 1 et 2 tombent en panne. Et je vais pouvoir jouer avec mes transitions à passer d'un état à un autre. Donc ça, c'est un élément, c'est un système en série. Si je prends maintenant cette même représentation de système, mais en parallèle, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il faut que j'ai 1 et 2 qui soient en panne pour être en état de panne complet. Et vous voyez, le graphe est le même, sauf que la distribution des états de panne et des états de marche ne sont pas les mêmes. Là, j'ai 3 états de marche. Bon, on peut considérer qu'au milieu, les 2 états qui sont superposés sont des états dégradés, et je n'ai qu'un état de panne. Alors que dans l'élément en série, j'avais 3 états de panne. Donc, je peux aller, venir dans mon système, tomber en panne, partir en état de réparation. Vous voyez que juste avec 2 éléments, ça me fait quand même 4 états. Donc, je disais, si vous avez une centaine d'éléments dans votre système, déjà, ça va être très complexe à gérer et ça va proliférer dans tous les sens. Ceci dit, c'est à peu près le même problème que l'on a avec l'arbre de défaillance, avec une décomposition, plein de ramifications qui ferait que on arrive à quelque chose qui est un petit peu monstrueux. Avantages et inconvénients des graphes de Markov. Bon, c'est applicable à tous les systèmes, procédés, processus, comme l'arbre de défaillance, comme l'arbre d'événement, ça s'applique à tout le monde. Ça me permet de calculer des ordres de grandeur par application d'approximation. En me disant, bah tiens, mon taux de défaillance, mon taux de réparation, c'est plus ou moins 10%. Je suis limité dans le graphe de Markov parce que je ne peux considérer que des taux de défaillance des lambda et des taux de réparation des mu qui sont constants. J'ai un risque d'explosion combinatoire. On a dit que chaque élément pouvait engendrer 2 puissance n états. Donc un élément, 2 états, 2 éléments, 4 états, 3 éléments, 3 à la puissance de 9 états, et ainsi de suite, ça gonfle de plus en plus. Donc un risque d'explosion combinatoire. Ça ne peut pas prendre en compte 2 changements d'état simultanés. Même problème qu'avec l'arbre de défaillance, mais que l'on avait réglé avec l'arbre d'événement. Et c'est un processus sans mémoire, parce que quand j'arrive dans un état, j'oublie de quel état j'étais parti. Mais ça permet quand même de modéliser les systèmes et d'estimer la fiabilité, la sécurité, la disponibilité, donc de bien maîtriser les risques. Arbre de défaillance, arbre d'événement, graphe de Markov. On va passer au réseau de Petri. Alors, le réseau de Petri permet de prendre en compte quoi? Le parallélisme dans le temps des événements, de synchroniser les éléments entre eux et surtout de faire un partage de ressources, chose que l'on n'avait pas avec avec les 3 représentations précédentes. Ça me donne un grand nombre d'informations quantitatives parce que sur mes différents états et transitions, je vais pouvoir mettre des petits capteurs, des petites sondes qui vont m'envoyer des informations. Et ça me permet de décrire un système dynamique à événements discrets et de l'étudier. Alors, comment ça se passe? Comment ça se présente un réseau de Petri? De base, vous avez une place amont qui est caractérisée par un marquage à un instant donné, par un nombre de jetons qui représente les ressources disponibles quand je suis dans cet état-là. Pour passer de P1 à P2, je vais passer par une transition qui, à partir d'une condition logique de tirage par rapport à mes ressources, et je peux avoir avantage
du réseau de Petri, des lois temporelles de tirage qui sont soit déterministes, soit aléatoires. Donc, je peux passer d'un état 1 à un état 2 par des arcs de transition et par un état de transition. On va prendre l'exemple d'un atelier industriel avec 3 machines. Donc, au niveau de mes ressources, j'ai 3 machines en ressources. Au niveau de mes réparateurs, j'ai 2 ressources d'équipe de réparateurs. Qu'est-ce que je fais? C'est que quand une machine tombe en panne, je vais la réparer et ça va m'occuper une équipe de réparateurs. Si la deuxième tombe en panne, j'utilise la deuxième équipe. Et si la troisième tombait en panne, je n'ai plus d'équipe disponible et il faut que j'attende qu'une équipe de réparateurs soit disponible pour pouvoir aller réparer ma troisième machine qui est en panne. Comment se présente la modélisation de la panne et de la réparation de ma machine? J'ai un état de marche 0. J'ai une transition de défaillance qui m'amène dans un état A qui est j'attends la réparation parce qu'il faut que je capte ma ressource de réparateur. Une fois que mon réparateur est disponible et est venu sur site pour réparer la machine, je passe dans l'état de réparation et quand ma machine est réparée, je reviens en état de marche. Donc, mon atelier est comme ça. Au démarrage, tout est OK. J'ai mes 2 ressources de réparateur, mes 3 ressources de machine. Mes machines fonctionnent correctement, pas de souci. La machine 1 tombe en panne. Donc, je vais passer en attente de réparation et le réparateur arrive. Vous voyez qu'il y a un jeton qui a disparu. En fait, il a été absorbé par la machine 1 pour pouvoir être réparé. Donc, M1 est en réparation, M2 et M3 sont toujours en fonctionnement, mais je n'ai plus qu'une ressource de réparateur. À ce moment-là, ma machine 3 tombe en panne et passe en attente de réparation. Elle va faire appel à la ressource de la deuxième équipe de réparateurs qui va être absorbée. Et à ce moment-là, M1, M3 sont en réparation, mes 2 ressources de réparateurs sont utilisées, et si M2 tombait en panne, je ne peux plus rien faire, il faut que j'attende que ma machine 1 ou ma machine 3 soit réparée pour que je puisse réparer ma machine 2. Heureusement, une équipe travaille correctement. Elle arrive à réparer rapidement ma machine 3. Mon équipe de réparateurs est rendue disponible. Et à ce moment-là, je peux réparer ma machine 1. Ma machine 2, ma machine 1 est réparée. Mon équipe de réparateurs devient disponible. Et puis voilà. Et puis je vais jouer. Et vous voyez, là, la fonction fonctionne tout seul. Je tombe en panne, je suis en attente, je répare, etc., etc. Avantages et inconvénients du réseau de Petri. L'avantage, ça permet de modéliser globalement des systèmes complexes. Vous avez vu, là, les graphes n'étaient pas très compliqués pour une situation qui peut être rapidement compliquée. Si j'avais dû faire un arbre de défaillance ou un graphe de Markov pour représenter les quelques slides de précédentes, ça aurait été monstrueux. Ça permet de prendre en compte toutes sortes de dépendances. Équipe de réparateurs, stock de rechange. Voilà, là, j'aurais pu rajouter des ressources. Là, j'avais comme ressources que les réparateurs, mais j'aurais pu rajouter comme ressources mon stock de pièces de rechange. Ça me permet d'obtenir un grand nombre de résultats, niveau de fiabilité, de disponibilité, nombre de pièces consommées, taux d'occupation de mes réparateurs, etc., etc. Ça me permet de paramétrer le modèle afin de déterminer un optimum, c'est-à-dire que le nombre d'équipes nécessaires de réparation pour avoir une bonne disponibilité de mon atelier ou de bien dimensionner mes stocks, mes pièces de rechange pour avoir une bonne disponibilité. Et ça nécessite la connaissance de beaucoup d'informations sur le système, la stratégie de fonctionnement, la stratégie de maintenance, la logistique, etc., etc. Donc voilà, c'était les 4 méthodes d'analyse combinatoire qui font suite à ce que l'on avait dans les analyses qualitatives. Venons-en un petit peu aux conclusions sur ces 2 modules. Alors, première chose, au niveau des difficultés, là, je vous ai fait un balayage relativement rapide, sans rentrer dans les détails, mais pour mettre un petit peu l'eau à la bouche ou pour rafraîchir des connaissances. Mais ça nécessite, vous comprenez bien que ça nécessite une formation initiale beaucoup plus poussée que simplement 2 fois une demi-heure. Il faut beaucoup de rigueur et d'objectivité. De la rigueur, il faut de l'avoir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé d'utiliser une méthode, il faut l'utiliser pour ce qu'elle est censée faire et non pas essayer de lui faire faire autre chose. Et bien respecter les règles d'utilisation de la méthode. L'objectivité, comment on l'obtient? Vous vous rappelez, dans la première séance, j'avais dit qu'on ne travaille pas tout seul, mais en groupe de travail. À plusieurs, on devient plus objectif que tout seul. Difficulté, c'est le niveau de détail. On ne saura jamais à quel niveau il faut descendre. Donc, il faut se reposer la question, se mettre d'accord entre nous pour savoir jusqu'où on va descendre.
Adaptation, il faut bien s'adapter aux moyens de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en œuvre toutes les méthodes si le problème il est simple à mettre en œuvre, à maîtriser. Et puis, il faut le soutien. Il faut le soutien de la direction, de l'entreprise qui vous commande une étude et la motivation des différents participants du groupe de travail. Quel est l'intérêt? Ça permet de garantir le bon fonctionnement des systèmes, pour montrer qu'on maîtrise mieux les risques, d'apporter une réponse argumentée aux différentes exigences, aux exigences contractuelles et réglementaires, favoriser la participation et la communication, oui, parce qu'on a travaillé en groupe de travail. Ce sont des outils de capitalisation de bonnes pratiques parce que ça va être synthétisé par des rapports qui vont rester dans l'entreprise et ça va enfin donner confiance et satisfaction aux clients. Bon, je vous ai parlé plusieurs fois de termes comme MTBF, de taux de défaillance, taux de réparation, etc. Je ne rentrerai pas dans ce genre de détails. Ça fera peut-être l'objet d'une webconf beaucoup plus tard. On verra ça avec IMDR. Par contre, dans la copie des transparents que vous aurez, la dernière slide vous présentera ce genre de choses. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez retrouver la conférence numéro 1 qui a été faite le 22 novembre sur le site de l'IMDR. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, a priori, on a vérifié tout à l'heure. Et cette causerie d'aujourd'hui a aussi été podcastée. Maintenant, j'attends vos questions et je me ferai une joie d'y répondre. Alors, il faut qu'on trouve le menu des questions. Il n'y a pas eu de questions? On vérifie quand même. Ah, il y a une question. Alors, oui, vous pouvez me la transférer, que je puisse la voir. Alors, vous me la lisez, c'est pas grave. Quels sont les critères de choix de la méthode de Guillain? Les questions, quels sont les critères de choix de la méthode? Alors, les critères de choix de la méthode, ils vont être déjà fonction de la complexité du système que l'on doit utiliser. Plus un système est complexe, plus on va essayer de prendre plusieurs méthodes qui vont s'enchaîner les unes et les autres. Si c'est quelque chose qui est relativement simple, bon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Bon, je vais prendre un exemple. J'avais été contracté dans une entreprise pour étudier une chaîne de fabrication. Et cette chaîne de fabrication, il y avait des opérations qui se passaient plus ou moins bien. On n'a pas fait plein de méthodes, on a juste fait une méthode d'analyse AMDEC où on a pris chaque poste de travail et pour chaque poste de travail, on a gradé tout ce qui pouvait aller mal. On a fait un petit peu plus, c'est-à-dire qu'en fonction de cette analyse en groupe de travail, on a aussi été sur la chaîne pour vérifier que ce que l'on disait était pertinent. Et on n'a pas fait plus parce que rien qu'en faisant ça, on a décelé un certain nombre de problèmes qui étaient évidents, enfin qui sont apparus évidents et qui ont pu être réglés sur le système. Si j'étudie un train genre celui sur lequel j'ai travaillé en Afrique du Sud, là on a fait une analyse fonctionnelle, une APR, une AMDEC, des arbres de défaillance, des graphes de Markov, là on a fait la totale. On a fait des études de maintenabilité parce que c'était un système qui était très complexe. Donc c'est fonction de la taille du système. Et puis enfin le dernier paramètre qui permet de savoir quel type de méthode il faut utiliser, c'est aussi le budget que votre client est capable de mettre sur la table pour faire ce genre d'analyse. Une autre question. Qu'en est-il des arbres de défaillance dynamiques? Les arbres de défaillance dynamique, ils ont cet avantage, oui, de pouvoir représenter dans le temps un petit peu ce qui va se passer. Mais pour moi, l'arbre de défaillance dynamique, si on veut vraiment faire du dynamique, je pense que le mieux, c'est quand même le réseau de Petri. Parce que là, c'est vraiment une représentation dynamique. L'arbre de défaillance va être une approche de la dynamique d'un système, mais ça ne sera jamais... Enfin, vous ne pourrez jamais vraiment aller jusqu'au bout.
Mathématiquement, derrière, c'est vraiment énorme au niveau de la modélisation. Et en plus, je vous dirais très honnêtement que par expérience, je n'en ai jamais fait. Mais s'il fallait que j'en fasse, franchement, je préférerais le réseau de Petri. Comment dimensionner les ressources SDF nécessaires pour étudier un système complexe, un train par exemple? Alors, comment dimensionner les ressources en sûreté de fonctionnement nécessaires? Question difficile à répondre. Alors, le mieux, c'est que je vous donne un exemple, que je reprenne mon exemple, soit le Shinkansen à Taïwan, soit le GO-Train en Afrique du Sud. J'étais le système assurance manager, c'est-à-dire que c'est moi qui pilotais l'ensemble des analyses de sûreté de fonctionnement pour ces deux systèmes, sachant que j'avais des relais pour chacun des systèmes. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe pour la signalisation, une équipe pour le matériel roulant, une équipe pour la voie, une équipe pour les communications, et cette équipe-là faisait les analyses, me les remontait à moi, et c'est moi qui synthétisais. Ça a représenté sur 4 ans, on va dire, grosso modo, il y avait moi, ça représentait plus d'une vingtaine de personnes. Mais parce que chaque système était complexe. Sur le Shinkansen, on a dû arriver à pas loin d'une cinquantaine de personnes. C'est monstrueux, d'où l'importance d'avoir ce qu'on appelle un système d'assurance manager, un RAMS manager, un manager de la sûreté de fonctionnement qui, lui, va reprendre ces informations, les synthétiser pour les transmettre aux clients. Quels sont les outils que vous préconisez pour les réseaux de Petri, d'une part, et les chaînes de Markov, d'autre part? La complexité du système. Le graphe de Markov, si vous avez moins d'une dizaine, d'une vingtaine d'éléments, vous pouvez faire un graphe de Markov. Après, il faut prendre un réseau de Petri. Là, très honnêtement, parce que arriver, si vous avez une centaine d'éléments de base qui peuvent tomber en panne, ça vous fait 100 à la puissance 2, ça fait donc 10 000 et 10 000 places dans vos graphes de Markov. Alors qu'avec un réseau de Petri, vous avez vu, on avait juste 1, 2, 3, 4, 5, 6 places, plus la ressource de l'utilisateur, et on a pu modéliser énormément de situations. Y a-t-il une autre question? Ah oui. Dans le déraillement sans grande conséquence dans le nord de la France, la cavité n'a pas été repérée lors des travaux de construction. Quelles en sont les causes et comment prendre en compte cette improbabilité de l'arme de défaillance? L'expérience ou le fait est de faire une tournée à pied le long de la voie. Je vais vous prendre un exemple très simple. En Afrique du Sud, avant qu'on implante la voie, on a fait une tournée à pied, c'est-à-dire qu'on a marché le long de la voie sur plusieurs kilomètres et on a regardé tout ce qui était autour de nous. Et on s'est rendu compte qu'à un endroit sur la voie, il y avait un peu plus loin sur la colline, il y avait un espèce de baraquement et on s'est demandé ce qu'il y avait dans ce baraquement. Et après investigation, on s'est rendu compte que ce baraquement, c'était un stand de tir pour l'armée. Et on s'est rendu compte, après investigation, que ce stand de tir, le derrière du stand de tir n'était pas blindé. C'est-à-dire que quand les gens tiraient sur les cibles, les balles les continuaient dans la pampa. Et donc, arrivera un jour ou l'autre sur le train. Donc, il suffisait qu'ils viennent avec leur AK-47 tirer sur une cible, et en même temps, ils arrosaient le train qui passait en dessous. Ça, vous pouvez le voir que si vous faites ce qu'on appelle une tournée à pied, une vérification sur le terrain. Sur un autre exemple au Danemark, sur le tramway d'Odense, j'ai requis le fait que l'on fasse l'ensemble de la ligne du tramway, qu'on a fait en vélo, et sur chaque endroit qui nous paraissait important, on a repéré où on était et quels étaient les risques possibles. Donc, si vous n'allez pas sur le terrain, vous ne pourrez pas voir. Bon, maintenant, est-ce qu'on aurait pu déceler dans le cas du déraillement du TGV Nord la cavité de la guerre de 14? C'est pas sûr, mais on aurait pu au moins se poser la question, ne serait-ce qu'en passant le long, en disant, tiens, il y a beaucoup de citièmes de la guerre de 14, il a dû se passer des choses ici, tiens, il s'est passé des choses, est-ce qu'il n'y aurait pas des bombes qui resteraient, des tranchées, des cavités et tout? Après, c'est un peu aussi l'imagination de l'ingénieur qui se balade le long de la voie. Quels logiciels peuvent être utilisés pour les armes de défaillance? Alors là, vous tapez Fault Tree Analysis, arbre de défaillance sur un Internet et vous allez trouver tout un tas d'entreprises qui vous vendent des armes de défaillance, des graphes de Markov, des blogs d'armes fiabilité, des choses comme ça. En France, je connais au moins la société Apsys, sans vouloir faire de publicité. À l'étranger, vous avez Item Software, puis une autre, je ne me rappelle plus laquelle. Mais bon, vous faites une recherche par Internet et vous allez en trouver, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi vous adresser à l'IMDR, on a un centre de documentation, le CODIT, où vous avez des gens qui seront capables de vous répondre à ce genre de questions.
Dans un réseau de Petri, les taux de défaillance ou autres paramètres, les taux de défaillance ou autres paramètres sont utilisés. Non, on n'a que des taux de défaillance et puis des temps d'occupation et de l'équipe de réparation. On a toujours la même chose. C'est comme dans le graphe de Markov. Je tombe en panne par un lambda, je reviens par un temps de réparation. Que représentent les transitions? Alors ça va être dans le réseau Petri. Les transitions me permettent, c'est la loi qui me permet de passer d'un état de marche à un état d'attente. Si je reprends l'exemple du réseau de Petri, vous aviez 3 places: l'état de marche, l'état d'attente réparation et l'état de réparation. Donc la transition, c'est le taux qui me permet de passer d'une place à une autre. Donc le premier taux, c'est je tombe en panne, donc c'est le lambda qui m'envoie de l'état de panne à l'état de transition, et après, de passer de l'état attente de réparation, et après pour passer de l'attente de réparation à réparation, c'est le temps que va mettre l'équipe de maintenance à venir sur le site pour pouvoir réparer la machine. Y a-t-il d'autres questions? A priori, non. Donc, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ces conférences sur le site de l'EMDR, sur YouTube, et que vous pourrez télécharger, récupérer les PowerPoint des 2 conférences qui ont été utilisées. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir.